Allô. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce lieu prestigieux, ce lieu qui vous accueille peut-être pour la première fois. Nous allons, avant de démarrer la séance, vous expliquer quelques petites règles pour le bon fonctionnement de la petite matinée qui vous attend ici. Alors vous avez à votre disposition des casques, des micros. Les casques vont vous permettre une traduction simultanée dans votre langue, 1 pour le français, 2 pour le néerlandais, et vous avez également un micro que vous allez pouvoir utiliser tout à l'heure. Certains se sont déjà amusés à les utiliser. On vous demandera forcément de ne pas appuyer sur le bouton rouge pendant la séance, mais vous aurez l'occasion de les utiliser tout à l'heure lors des débats. Bouton rouge, traduction, des casques, voilà de quoi passer une petite matinée ici dans ce Sénat, un lieu, je le disais, prestigieux, pour se souvenir, se rappeler de ces atrocités et surtout pour essayer que ça ne se reproduise plus. Ja, goedemiddag. Voor we hier van start gaan, nog heel even een paar praktische regels. Alles wat hier verteld wordt, wordt vertaald, dus jullie mogen allemaal jullie koptelefoon opzetten. En er zijn 2 kanaaltjes waar je in kan kiezen, 1 voor Frans en 2 voor Nederlands. Dus zet maar die koptelefoon op. Er is ook een microfoon met een rode knop. Ik weet dat jullie daar graag eens op willen duwen. Maar jullie krijgen straks de kans daarvoor als jullie vragen willen stellen. Er komen hier een paar mensen spreken. Dan mogen jullie vragen stellen, op die knop duwen en we blijven nu nog heel even af. En dan gaan we eraan beginnen, denk ik. Hè? Nous allons pouvoir commencer en vous demandant d'applaudir celle qui nous accueille ici, la présidente du Sénat, Madame Sabine de Béthune. Dames en heren oud-strijders, chers anciens combattants et résistants, collega's, dames en heren, beste jongens en meisjes, chers élèves. Ik ben heel blij om u hier namens de hele Sénat te verwelkomen. C'est au nom de tout le Sénat que je vous accueille. Il y a d'autres sénateurs dans la salle, le sénateur Del Perret, que je vois. Il y en a peut-être d'autres que je ne vois pas tout de suite, mais qui vont nous rejoindre au courant de la séance. Jaar na jaar bent u hier talrijk aanwezig. Het is voor u allen, ik richt mij eerst tot de oud-strijders en de weerstanders, voor u allen meer dan wie ook een hele emotionele dag. Hier zijn uw gevallen vrienden en collega's die wij gedenken en eren. We hebben het aan hen te danken en ook aan u te danken dat wij vrij en in veiligheid kunnen leven vandaag in dit land. En in Europa. Van ganse harte willen wij u daarvoor danken. Ik wil ook een woord van welkom zeggen aan de jongeren. Het doet ons, aan alle senatoren, veel plezier dat hier vandaag zoveel jonge mensen met hun begeleiders en hun leerkrachten aanwezig zijn. En jullie komen uit heel België. Er is 1 school per provincie die naar Brussel is gekomen als vertegenwoordigers van alle kinderen van uw leeftijd in dit land. Of als lid van een jeugdbeweging. Het is fijn dat jullie een vrije dag hebben gekozen om samen deel te nemen aan de hulde aan het graf van de onbekende soldaat. En rond zijn graf hebben we daarnet de slachtoffers uit de 2 wereldoorlogen herdacht. Samen met de gesneuvelde militairen in vredesoperaties en humanitaire operaties na 1945. Et je crois que le plus bel hommage que nous puissions rendre à nos soldats qui sont morts au combat est de prendre soin au plus précieux des cadeaux qu'ils nous ont donnés. C'est celui de la liberté et de la paix. Et la paix aujourd'hui, ce n'est toujours pas une évidence. Et je crois que vous le savez parce que vous en avez parlé à l'école et on va en parler aujourd'hui au courant de cet après-midi. Notre terre est le théâtre de plusieurs conflits. Et les civils, les adultes et les enfants en sont les premières victimes. Il y a des endroits dans le monde, il y a beaucoup d'endroits dans le monde, mais je pense par exemple à la Syrie, où les enfants et leurs parents vivent dans la crainte des bombardements, des destructions, où ils doivent fuir leur pays, où ils ont faim, où des enfants qui jouent ou qui se promènent risquent à tout moment de marcher sur une mine, d'être tués ou d'être blessés ou estropiés. Et vous savez, toutes ces choses-là, nous les avons vécues aussi en Belgique, il y a longtemps, mais les anciens qui vont témoigner aujourd'hui, qui vont vous parleront de leur expérience et de ce que leurs parents leur ont appris. Want we hebben hier hetzelfde meegemaakt, jaren geleden, uw grootouders, uw overgrootouders.
En jullie hebben zeker horen spreken van wat wij de Grote Oorlog noemen. De oorlog 1914-1918. Wel, binnenkort, volgend jaar, gaan we 100 jaar van het begin van de Grote Oorlog gedenken. Die oorlog is begonnen in 1914 en pas geëindigd op 11 november 1918 met de wapenstilstand. Dat is de reden waarom we vandaag op 11 november hier aanwezig zijn. Omdat we eigenlijk herdenken dat die Grote Oorlog toen is geëindigd. En dat dat echt wel een reden is om feest te vieren, maar ook om niet te vergeten. Dat er zo'n vreselijke oorlog is geweest. Donc vous tous, jeunes gens, garçons, filles, écoutez bien ceux qui ont connu la guerre et qui vous en parleront. Et vous en entendrez beaucoup parler dans les années qui viennent, parce que l'année prochaine, en 2014, nous allons commémorer le début d'une très très grande guerre, la guerre 14-18. Et tantôt, pendant le lunch, j'ai parlé avec les enfants d'un conseil communal tout près de Sambreville, qui, eux, se préparent à recevoir l'année prochaine des enfants d'autres pays d'Europe pour leur parler de ce qui s'est passé dans leur région dans le cadre de la Grande Guerre. Donc il y a beaucoup d'enfants dans la salle qui ont déjà étudié à fond comment cette Grande Guerre s'est déroulée, comment elle s'est terminée, et qui sont prêts à témoigner. Et c'est une des raisons pour laquelle on est ensemble ici, c'est pour entendre les anciens témoigner, nous raconter leur expérience, mais pour que vous aussi, vous tous qui êtes jeunes, vous puissiez passer ce flambeau à vos amis, à vos petits collègues, mais à des enfants ailleurs dans le monde, et plus tard, quand vous serez des parents et des grands-parents, vous pouvez raconter ça à vos enfants et vos petits-enfants. Vous voyez, on se passe un peu le flambeau de génération en génération. Tot slot, ik zou mij nog willen richten tot ouderen onder ons, jullie die de oorlog hebben meegemaakt en die de prijs van de oorlog kennen en zelf beseft hebben. Ik wil het u vragen, vertel uw verhaal, geef die fakkel van herinnering door, zodat al die jonge mensen hier niet alleen gepassioneerd zouden zijn, maar ook zouden beseffen hoe kostbaar de vrede en de veiligheid zijn. Dat is genoeg gesproken namens de senatoren en namens de Senaat. Ik denk dat ik heel graag de micro teruggeef aan twee heren, twee moderatoren die de namiddag in goede banen zullen leiden. Walid is presentator van het programma Arena op OEF TV en Van Dotto op La Une. En Jonas Muilaert is journalist bij de VRT, onder meer bij Ter Zake en bij De Ochtend. En zij zullen het verdere verloop van de namiddag toelichten. Ik wens jullie een heel boeiende namiddag. En dank u om zo talrijk bij ons te zijn. Grand merci d'être avec nous. Et j'espère que ce sera une passionnante après-midi pour vous tous. À tantôt. Merci à Madame Sabine de Béthune, la présidente du Sénat, de nous accueillir justement dans ce Sénat, un lieu chargé d'histoire, un lieu symbole de liberté, un lieu symbole... Monsieur Delperret. Je voulais simplement dire à la présidente du Sénat que j'ai à mes côtés quelqu'un qui a 99 ans et demi et qui est donc né pendant cette fameuse guerre dont nous allons parler et qui est peut-être le meilleur exemple de ce dialogue que l'on peut instaurer ici entre les aînés et les plus jeunes. Et nous pouvons le saluer. Ce droit fondamental, on le disait, cette liberté que nous commémorons chaque année le 11 novembre lors de l'armistice, une commémoration, un jour de mémoire, un jour qui mit fin à 4 années, en réalité 5, 4 années de batailles sanglantes, atroces et meurtrières. Laten we even teruggaan in de tijd. Op dat moment, 1914, 1918, was er een verschrikkelijke oorlog aan de gang. Aan de ene kant uiteraard Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië, en die noemen we de geallieerden. En die waren een geweldige oorlog aan het uitvechten tegenover die andere groep, uiteraard Duitsland, maar ook Oostenrijk-Hongarije. En die worden de centrale mogendheden genoemd. En zij waren dus die we nu de grote oorlog noemen, aan het uitvechten. C'est donc aujourd'hui, ce fameux 11 novembre 1918, à 5h15 du matin, précisément dans un wagon restaurant, celui du maréchal Foch, que fut signé cet armistice, obligeant et ordonnant un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes de tous les champs de bataille. Ja. Ondertussen is dat bijna 100 jaar geleden, 95 jaar geleden. En bijna 95 jaar lang vieren we hier deze dag, deze 11 november, om die verschrikkelijke oorlog nooit meer te vergeten. En ook om te begrijpen wat er toen gebeurd is. Weten jullie dat in 4 jaar tijd, of in 5 jaar tijd,
dat er toen meer dan 10 miljoen mensen gesneuveld zijn. Dat is zoveel mensen als hier in België wonen. 4 miljoen mensen, 10 miljoen mensen beter. En 20 miljoen mensen zijn gehandicapt geraakt. Dat is een enorm getal dat we nooit meer mogen vergeten. C'est donc la reconnaissance aujourd'hui du pays entier à l'égard de l'ensemble des morts tombés pendant la guerre et depuis cette grande guerre qui s'exprime aujourd'hui. Un hommage au courage et au patriotisme de ces anciens combattants qui sont, en tout cas pour la plupart, certains d'entre eux ici présents. Je vous demanderai de les saluer comme il se doit en les applaudissant. Ik ben ongelooflijk blij, echt waar, heel blij dat jullie hier allemaal met zoveel zijn. Elke provincie heeft een klas in een school afgevaardigd. Dat zijn voor Brussel de École Primaire uit Heembeek en de École Stijls uit Laken. Uit Luxemburg de École Communale de Sterpenich. Uit Namen is dat de Conseil Communal des Enfants de Sombreville. Oost-Vlaanderen de basisschool Abraham Hans uit Oudenaarde. Vlaams-Brabant Sint-Victorschool uit Dworp en uit West-Vlaanderen de basisschool Hemelsdalen uit Brugge. En ik hoor ook dat er luchtkadetten zijn. Allemaal bijzonder welkom hier in deze Senaat. We zijn allemaal jong en oud, maar wat we gemeen hebben is dat we allemaal van een generatie zijn die nooit een oorlog heeft meegemaakt. Behalve een paar mensen in deze zaal. En als je nooit een oorlog hebt meegemaakt, of als dat lang geleden is, dan vergeet je wat dat is. Dan sta je daar niet bij stil wat dat is. En daarom zijn we hier eigenlijk vandaag, om dat nog even in herinnering te brengen. Want we vergeten dat eigenlijk op dit moment in de wereld wel nog een oorlog uitgevochten wordt. Bijvoorbeeld in Syrië of in Congo. Dat daar mensen gedood worden, dat daar kinderen niet naar school kunnen gaan omdat het oorlog is. En deze dag gaat niet alleen om die ene oorlog, maar gaat om alle oorlogen in heel de wereld. En effet, Jonas, l'actualité nous le rappelle au quotidien, des guerres il y en a encore tous les jours malheureusement. Favoriser donc la compréhension de notre histoire commune. Jonas le disait, depuis 2008 malheureusement, plus aucun survivant ne peut témoigner de ces atrocités de la guerre 14-18. Désormais, c'est notamment aux enseignants qui sont présents aujourd'hui, aux acteurs de la communauté éducative, qu'il revient d'assumer la transmission aux générations présentes ici, aux générations futures, qu'elles soient néerlandophones, germanophones, bruxelloises ou wallonnes, de futurs citoyens belges qui sont présents ici, à qui nous souhaiterions en néerlandais et en français rappeler un message répété depuis bientôt maintenant un siècle. Dat dit nooit meer mag gebeuren. Plus jamais ça. Voilà. Plus jamais ça. Nous allons maintenant, durant cette séance, entendre différents intervenants, notamment pour parler de la résistance, du procès dans l'hémicycle, des procès dans l'hémicycle de ce Sénat, avec des intervenants que nous aurons l'occasion de vous présenter dans un instant. Nous entendrons également des enfants nous lire des témoignages d'autres enfants ayant vécu la Première Guerre mondiale. Ja, maar dit gaat niet alleen om de mensen die hier spreken, dit gaat ook om jullie. Ja, jullie zijn hier gekomen, jullie mogen ook vragen stellen. Straks komen hier 2 mensen spreken en als zij klaar zijn gaan jullie de vragen kunnen stellen die je eigenlijk altijd al wilde weten. Hoe moet je dat doen? Als je een vraag hebt, dan druk je gewoon op die rode knop waar ik het daarnet over had. En dan mag je je vraag stellen. En dat hebben we daarnet ook gezegd. Alles wordt hier vertaald. Zet dus je koptelefoon op als je hem nog niet op hebt. En druk op 1 voor Frans en 2 voor Nederlands. Voilà, nous allons pouvoir commencer à évoquer ensemble maintenant cette vie quotidienne en temps de guerre et l'impact qu'elle a pu avoir sur les enfants avec les futurs enseignants de l'école supérieure Vives de Torhout. Een doodgewone morgen in november. Witte grafstenen, rechtop staand. Rij, op rij, op rij. Enkel de stilte zucht hier. Grijze grafstenen, ingekleurd met de Belgische vlag. Rechtop staand. Rij, op rij, op rij. Herinneringen aan een oorlog die de vaders onder de wapens riep. Herinneringen aan een oorlog die het landschap verwondde. Zichtbare littekens doen nog steeds pijn.
Ingestorte loopgraven. Met water gevulde kraters. Met mos begroeide bunkers. De mensen die het meemaakten, zijn niet meer. De herinnering is er nog wel. De herinnering leeft verder in. Familieverhalen. Foto's. Ansichtkaarten. Medailles. Monumenten. Herinneren is ook herdenken en gedenken. Jullie kwamen daarnet samen rond een vlam, die altijd brandt bij het graf van de onbekende soldaat. Een vlam die nooit wil uitdoven. Een vlam die erover waakt dat we niet vergeten wat een oorlog doet met een kind, met een moeder, met een vluchteling, met een soldaat aan het front. Jullie kwamen daarnet samen, jong en oud, om een bloemenkrans neer te leggen, uit eerbied, uit dankbaarheid. We willen niet vergeten wat mensenkinderen meemaakten en nog steeds meemaken als mensen elkaar de oorlog verklaren. ...28 juni 1914. Samen met zijn echtgenote bezoekt de aartshertog Frans Ferdinand Sarajevo. De aartshertog is troonopvolger van het Oostenrijk Hongaars Rijk. Het is een prachtige zomerse dag om een rondrit te maken in de stad. Plots! Weer klinkt een pistoolschot. De troonopvolger wordt dodelijk geraakt. De Duitse keizer grijpt deze aanslag in Sarajevo aan om de oorlog te verklaren aan Frankrijk. Het Duitse leger eist dat het door België mag marcheren om Frankrijk aan te vallen. Een internationaal verdrag echter waarborgt de neutraliteit van het kleine België. Als een land België zou binnenvallen, dan moeten de andere landen bijspringen. De Belgische regering weigert de Duitse vraag. En op 4 augustus 1914 valt het Duitse leger dan toch België binnen. De kranten schrijven erover. L'indépendance. Belge, la patrie est en danger. La neutralité belge violée. Belge, debout! Het volk. Ziet, de nood breekt uit. Onze grenzen zijn bedreigd. Zoals beloofd komen Franse en Britse soldaten België mee verdedigen. De wereld leeft mee met het leed in België. Poor little Belgium. Remember Belgium, enlist today. Onmiddellijk bij de Duitse inval slaan duizenden mensen op de vlucht. Naar Frankrijk, Engeland of Nederland. De pastoor van Dikkebus bij Yper schreef in zijn dagboek. Rond 10 uur komen de eerste vluchtelingen toe. Wat een droevige stoet. Veel wagens vol kinderen en vrouwen. Voetgangers met zware pakken, ander zonder iets. Omdat ze de tijd niet gehad hebben om iets mee te nemen. Hier en daar een man die een koe leidt. Verdriet en moedeloosheid op hun gezichten. En toch, in het hart de zoete hoop dat ze diezelfde week nog zullen mogen terugkeren naar huis. Tijdens de vlucht raken gezinsleden gescheiden. In de eerste oorlogsmaanden verschijnen advertenties in de kranten om elkaar terug te vinden. Op 30 augustus 1914 probeert Frans Laarmans uit Leuven zo via de Nieuwe Gazet een spoor van vrouw en kinderen te vinden. Frans Laarmans, wonende te Leuven, Oratoriumhof, zoekt zijn vrouw en kinderen op, die op een wagen waarover zwarte huif en op 4 wielen gevlucht zijn. Op de wagen zaten 3 vrouwen, 6 kinderen en 2 mannen. Ze schenen te verblijven in de omstreken van Sint-Niklaas, Brugge, Deinze, Gent of Antwerpen. Bovengemelde Frans Laarmans woont te Antwerpen Handschoenmarkt 13. Gelieve inlichtingen te geven per dépêche, op kosten van gemelde Frans Laarmans. De Duitse troepen
veroveren in 2 maanden tijd het grootste deel van België en houden het bezet. In oktober 1914 valt de opmars van de Duitsers stil aan de IJzer. Mijn naam is Hendrik Geraert, schipperszoon, geboren in Nieuwpoort. Ik ken de IJzer als mijn broekzak. Ik weet op welke momenten je de afwateringskanalen in Nieuwpoort moet openen. Samen met de soldaten zorgde ik ervoor dat het zeewater de polders binnenstroomde. Zo ontstond er een groot binnenmeer tussen de Duitse en Belgische kampen. Ik riskeerde mijn leven. De sluiswachters waren gevlucht. Dus hield ik 4 jaar lang de wacht bij de sluizen. En later werd ik afgebeeld op een bankbiljet. Les armées ennemies se font face dans le Westhoek. Parfois, elles sont séparées de 20 mètres à peine. Les soldats s'abritent dans les tranchées qu'ils ont creusées. Ces tranchées seront souvent leur tombe. Les tranchées sont consolidées par des planches et des poutres et par des petits sacs remplis de sable ou de terre, comme on les utilise aujourd'hui encore en cas de risque d'inondation. Les soldats espèrent recevoir des nouvelles de chez eux, mais les Belges, qui habitent le territoire occupé par les Allemands, ne peuvent pas écrire aux soldats au front. Dans d'autres pays, les enfants ont la possibilité d'écrire à leur papa au front. Mon cher papa, combien je voudrais être petite souris, mon papa bien-aimé. Je me fouillerais dans ta poche, et comme ça, tu aurais une consolation lorsque tu as du chagrin. Malgré que je suis bien petite, je vois bien que mon papa ne revient pas vite. Je vais à l'école le lundi et être sage pour que tu sois heureux lorsque tu rentreras. Ta petite fille qui t'envoie 1000 baisers, Coralie. Koning Albert I en zijn familie verblijven in de Pannen, in een klein stukje onbezet België. Op een dag krijgt koningin Elisabeth een postkaart van een meisje uit de Pannen. Madame la Reine, des petites filles de mon âge m'ont dit que Saint-Nicolas était arrivé d'Angleterre à La Panne. Chez nous, comme nous sommes des réfugiés, il n'est pas venu. Ne voudriez-vous pas lui causer pour moi? J'ai 6 ans et demi. Recevez, Madame la Reine, l'hommage respectueux de mon attachement filial. Marguerite van Steenkiste, Villa Petit Pousset, 86, boulevard de Dunkerque, La Panne. Le monde entier est entraîné dans cette guerre. Les enfants du pays n'en reviennent pas de voir tous ces soldats de couleur, issus des 5 continents. Des hommes venus d'Afghanistan, d'Algérie, d'Amérique, d'Australie, de Birmanie, du Canada, de Chine, de Côte d'Ivoire, d'Égypte, d'Inde, de Jamaïque, du Mali, du Maroc, du Népal, du Pakistan, du Sénégal, de Tunisie et du Vietnam. Des hommes dont la langue et les chants se sont tus au combat. Des hommes dont un nombre important ne rentrera jamais chez eux. Des hommes dont le nom restera gravé sur une tombe blanche ou sur le mur des disparus. 4 jaar lang blijven de legers in stelling. Af en toe een aanval, soms met gas. Duizenden jonge mannen verliezen het leven voor het veroveren van wat terrein. Zo ook bij de slag van Passendalen. 31 juli 1917.
aanval van de Britten, Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders op de Duitse stellingen. Op 3 dagen tijd winnen de geallieerden 2 kilometer terrein. En dan valt de aanval stil. In een maand telt men reeds 125.000 doden en gewonden. Regen en modder leggen de aanval een tijd lang stil, tot het weer droger wordt. Op 6 november 1917 valt Passendale uiteindelijk in Britse handen. De slag om Passendale heeft alles samen zo'n 450.000 slachtoffers geëist. 450.000. Zoveel als de bevolking van Gent en Charleroi samen. Voor 8 kilometer terreinwinst. De Engelse soldaat, dichter Sassoon, schreef hierover in november 1918. We died in hell. They called it Passchendaele. 1918. Après 4 ans de combat, les Alliés, renforcés par le soutien des États-Unis d'Amérique, parviennent à faire une percée. L'armée allemande est repoussée. Emile Selschotter is onderwijzer in de gemeentelijke jongensschool van Alvereneng bij Dexmuiden. 2 van zijn zonen, Louis en André, zijn soldaat in het Belgische leger. In zijn dagboek lezen we op 28 september 1918... Deze morgen om 2:30 horen we de eerste kanonschoten die het begin van het algemeen offensief aankondigden. Rond 3:30 wordt het zeer hevig. Dan zwakt het af. Om 7 uur veel regen. Dat duurt tot 9 uur. De eerste berichten van het front zijn bemoedigend. Onze soldaten verrichten goed werk. Andrea de deurwaarder is gewond, gelukkig niet erg. Hij vertelt: de koude en de dorst zijn het ergste als je gewond ligt en niet weg kunt uit je loopgraaf. Ik heb water uit de granaatrechter geslabberd, terwijl voor en achter mij de obussen ontploffen. Op 2 november, Allerzielen, lezen we: overal onder het puin liggen de lijken in de nu vreselijk stille frontstreek. Er is veel rouw en treurnis. Schrijfwerk gedaan voor school, geschreven om schoolgerief. Nos pertes de soldats belges. Nos pertes de soldats pendant la guerre, ainsi qu'il résulte d'une déclaration faite par le ministre belge de la Défense nationale, se sont élevées à tués 843 officiers, 20 247 hommes de troupes, décédés par suite de blessures, de maladies, d'accidents, 729 officiers, 16 523 hommes de troupes, disparus, 33 officiers, 2 881 hommes de troupes, soit au total 1605 officiers, 39 651 hommes de troupes. November 1918. In het Frans Compiègne, 80 kilometer ten noordoosten van Parijs, staan 2 treinen tegenover elkaar. In de ene trein bevinden zich enkele Duitse militairen, in de andere de geallieerden. Op 11 november, vroeg in de ochtend, ondertekenen de Duitsers de voorwaarden voor de wapenstilstand. Op de 11e dag van de 11e maand van het jaar 1918 om 11 uur zwijgen de wapens. Merci à l'école supérieure et aux futurs enseignants d'histoire de l'école Vives à Torhout.
Laissez-nous maintenant vous présenter ceux qui vont nous éclairer sur ces périodes sombres de l'histoire. Deux personnes qui seront face à vous, qui répondront tout à l'heure à vos questions. Dans un premier temps, un enfant de la guerre, celui qui a vécu une deuxième guerre mondiale, Monsieur Kopiters, que je demande déjà d'applaudir, et qui nous racontera justement son enfance durant la Seconde Guerre mondiale. Ja, en onze tweede gast is Emmanuel de Bruyne, die gedoctoreerd is aan de UCL. En die gaat ons van alles vertellen over het verzet tijdens de oorlog en dan vooral het verzet waarbij kinderen hebben geholpen. Ook welkom. Vous allez pouvoir venir vous installer et avant de leur donner la parole, comme promis, nous allons inviter plusieurs enfants à venir lire des témoignages d'enfants ayant vécu cette Première Guerre mondiale. Et j'invite pour commencer Iman Tahiri de l'école primaire de Embeek à Bruxelles à prendre place au perchoir pour nous lire l'un des 4 témoignages de ces enfants ayant vécu la Première Guerre mondiale. Applaudissements pour Iman. Je n'avais que 4 ans lorsque la guerre a éclaté. Nous habitions dans une ferme du hameau de Rauter près de Rollers où les Allemands sont arrivés le 19 octobre 1914. Maman avait voulu savoir ce qu'il se passait et s'était mise en route pour Rollers avec mes 5 frères et sœurs aînés. J'étais trop petit pour les accompagner et j'étais restée à la maison auprès de papa. Mais ma maman et mes frères et sœurs ne sont plus revenus à la maison. Ils n'ont plus pu rejoindre la maison. Ils ont dû suivre les réfugiés et se sont finalement retrouvés quelque part en France. Je suis restée seule à la ferme avec mon papa durant toute la guerre. Il est plusieurs fois arrivé qu'un Allemand vienne à la ferme pour voler quelque chose, des œufs par exemple. Un jour, un Allemand a même essayé de voler un cheval. Papa s'est précipité vers cet Allemand et je savais qu'il allait se fâcher très fort. C'était très dangereux parce qu'il l'arrêterait et le jeterait en prison. À chaque fois, je commençais à pleurer très fort pour détourner l'attention. Et ça marchait. Les Allemands avaient pitié du petit bonhomme que j'étais. Savez-vous comment ma maman a appris que nous étions toujours en vie? À la Libération, un journaliste a pris une photo de moi et de mon papa près d'un cheval. Cette photo est parue dans un journal français et ma maman l'a vue. Ce fut le premier signe de vie en 4 ans. À son retour, je n'ai pas reconnu ma maman. J'avais 4 ans lors de son départ et 8 à son retour. « Tu n'es pas ma maman !» lui ai-je crié. André Lemens. Merci Iman, bravo à toi. Alors avant d'aborder l'acte de résistance, avant de parler des enfants résistants aussi, parlons justement de cet hémicycle qui nous accueille aujourd'hui, chargé d'histoire, on le disait tout à l'heure Emmanuel, un hémicycle où il s'est passé beaucoup de choses. Mais en effet, cet hémicycle, donc le Sénat, l'endroit où la nation belge est représentée, eh bien, pendant la guerre, ne fonctionnait plus comme le Sénat, mais était devenu un tribunal de guerre allemand. Autrement dit, à l'endroit où vous êtes assis, les enfants, eh bien, se trouvaient des gens qui allaient être condamnés pour ce qu'ils avaient fait, pour leur opposition contre l'Allemagne, contre l'occupant. Et donc, à l'endroit où vous vous trouvez, eh bien, se trouvaient certaines personnes qui ont été condamnées à mort et exécutées quelques jours plus tard. Alors, on le voit aussi d'ailleurs, il y a des plaques commémoratives. Oui. Donc il y a 34 noms sur la plaque qui est là, la plaque en français, plaque en néerlandais de l'autre côté. Ce sont 34 noms de résistants, donc de personnes qui ont essayé de faire quelque chose contre l'occupant. Justement, on parlait de résistance. Qu'est-ce que la résistance? Si on pouvait donner une définition sur laquelle on pourrait tous s'asseoir, ce serait laquelle? Pour donner une définition, il faut d'abord comprendre ce que c'était la Belgique à ce moment-là. La Belgique occupée, pendant 4 ans, eh bien, ça veut dire que pendant 4 ans, le pays était une prison à ciel ouvert, dans laquelle se trouvaient 8 millions de prisonniers. Donc 8 millions de prisonniers, c'est 8 millions de personnes qui ne peuvent plus faire ce qu'elles veulent, qui ne peuvent plus vivre leur vie, qui se retrouvent constamment en présence d'ennemis armés, qui leur imposent des choses, qui leur interdisent de se déplacer, qui viennent prendre chez eux du matériel, des provisions dont ils ont besoin. C'est un pays qui est isolé du reste du monde. Il n'y a plus moyen de communiquer entre la Belgique et les autres pays.
Et il n'y a plus moyen de communiquer entre les familles et le papa, le grand frère, le fils qui se trouve sur le front et qui combat. Alors, quelqu'un qui résiste, eh bien, c'est quelqu'un qui veut lutter contre cette injustice, qui n'est pas d'accord avec cette injustice, qui n'est pas d'accord avec cette misère, ces souffrances qui sont imposées au pays, et qui va essayer de faire quelque chose. Et un résistant, quelqu'un qui résiste, eh bien, c'est pas un super-héros, c'est d'abord quelqu'un comme vous et moi. Donc c'est un civil, c'est pas un soldat. Ça peut être un adulte, ça peut être un enfant, ça peut être un riche, un pauvre, un croyant ou un non-croyant, mais c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire par l'injustice. Alors un résistant, ça peut être un enfant, vous le disiez. Justement, quelle est la participation des enfants dans la résistance? Eh bien, certains enfants vont, pendant la guerre, aider leurs parents à espionner les passages de train. Des citoyens belges espionnent le passage des trains, les trains qui transportent des troupes allemandes, qui transportent des canons, qui transportent des obus vers le front. Ils notent tous les passages, la direction dans laquelle ce train se dirige, pour tout transmettre aux services secrets belges, français, anglais, pour pouvoir utiliser ces renseignements pour les armées, pour être plus efficaces sur le front, dans les tranchées. C'est-à-dire que l'acte d'espionnage est un acte punissable de mort. C'est un acte punissable de mort. Donc ces enfants vont aider leurs parents pour pouvoir se relayer à la fenêtre et observer 24 heures sur 24 le passage des trains. Mais s'ils se font prendre, alors les parents et le réseau dans lequel ils auront travaillé vont être conduits au tribunal. Et les enfants, en tout cas les adolescents, sont parfois aussi condamnés. Alors pour beaucoup, ce sont des peines de prison qui impliquent d'être déportés en Allemagne, de se retrouver dans des prisons en Allemagne, mais pour certains, ce sera la peine de mort, parce que l'espionnage est puni de peine de mort. C'est un danger, c'est un risque qu'on prend en luttant contre cette injustice. Alors, en conclusion, vous souhaitez peut-être rajouter encore quelque chose? On peut conclure. Résister, c'est donc prendre des risques pour un monde meilleur, on peut dire ça. Voilà, c'est exactement ça. Prendre des risques pour un monde meilleur, quelle que soit la situation, on s'expose soi-même pour essayer de changer les choses. Et on peut tous, à notre échelle, changer les choses. Oui. Qu'on soit des enfants ou des adultes. Goed, zometeen mogen jullie allemaal jullie vraag stellen aan meneer De Bruyne. Maar eerst is het tijd voor een nieuw getuigenis. En ik wil heel graag Mathis van der Spijt naar voren roepen van de basisschool Abraham Hans uit Oudenaarde. In 1914, als de Duitsers naderen, is mijn papa niet thuis. Hij is in Frankrijk voor zijn werk. Hij werkt daar op een boerderij als seizoenarbeider en we hebben al een hele tijd niets meer van hem gehoord. Op 19 oktober nemen de Duitsers Roeselare in. Soldaten komen ons huis binnen. We moeten naar buiten, zeggen ze, en ze bedreigen ons met een punt van hun bajonet. Onze buren staan ook al buiten. Allemaal moeten we onze handen in de lucht steken. Dan gieten de Duitsers benzine uit en steken onze huizen in brand. Die Duitsers zijn zo raar. Ik denk dat ze dronken zijn. Andere soldaten komen hen weghalen om elders meer huizen in brand te steken. We waren straatarm tijdens de oorlog. Mijn broers, mijn zus en ik hadden elk 1 kledingstuk. Als het vuil was en mama het moest wassen, dan zat er niets anders op dan gewoon in bed te blijven, tot het weer droog was. Schoenen hadden we niet. We droegen gewoon onze pantoffels om naar buiten te gaan, ook in de winter. 2 jaar na de inval van de Duitsers zijn we uit de stad weggevlucht. Wij, dat zijn mijn moeders, mijn broers Michel en Albert en mijn zusje Jean. Van onze papa hebben we al 2 jaar geen nieuws. Eerst zijn we naar Aardooien gestapt, dan naar Tielt. Met al ons griep op een 3-wielerkar. Onderweg brak de kar en moesten we alles achterlaten in een kapelletje. We hadden niets meer en vluchtten verder naar Lebbeke. Daar kregen we elke dag 1 kom soep. Niets anders. We hebben daar zo'n honger geleden dat we toch maar naar Roeselare zijn teruggekeerd. Daar hadden we tenminste nog wat te eten, maar na een tijdje zijn we er weer weggevlucht. Nu met de trein naar Frankrijk.
Op een dag klopt er iemand aan onze voordeur. Een vreemde man in het uniform van het Belgische leger. Het was onze vader. We hadden hem in geen 6 jaar gezien of gehoord. Germain Broekaert. Dankjewel, Mathis. Heel mooie getuigenis. Merci Mathis de la Basic School Abraham Hans à Audenarde. Vous allez avoir l'occasion maintenant de poser vos questions à Monsieur De Bruyne avant qu'il s'éclipse. C'est vrai que les questions vont arriver, donc vous avez votre petit bouton rouge à votre disposition. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez lui poser. J'avais envie moi de poser une première question. Est-ce que les enfants résistants de l'époque sont en comparaison les enfants soldats qu'on connaît aujourd'hui? Alors, à l'époque, c'est tout à fait inimaginable qu'un enfant puisse porter une arme. Et c'est même inimaginable qu'un résistant puisse porter une arme. Parce que les Allemands ont reproché aux Belges d'avoir pris les armes, aux civils belges d'avoir pris les armes au début de la guerre. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute une série de massacres, de représailles. Alors qu'en fait, il n'y a pas eu de Belges qui avaient pris les armes contre les Allemands, mais les Allemands s'étaient imaginés qu'on leur avait tiré dessus depuis les maisons à Dinan, à Tamine, etc. Quelqu'un aurait une question? Monsieur De Bruyne. Tu peux la poser en néerlandais si tu souhaites. Pourquoi la guerre, en fait? Pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre en général ou pourquoi la Première Guerre mondiale? Ah, on est parti pour l'après-midi. Oui. Vaste question, évidemment. Mais la guerre, c'est d'abord quand deux groupes ne parviennent plus à discuter, qui ne sont pas d'accord, qui ne parviennent plus à discuter. C'est comme une bagarre dans la cour de récréation, mais à grande échelle avec des armes. On n'arrive plus à discuter, on s'énerve, on perd ses moyens, on ne contrôle plus ses émotions, et on finit par en venir aux mains, par se battre, mais là c'est à l'échelle de pays entiers. Et c'est ce qui est arrivé avec la Première Guerre mondiale. Mais c'est évitable. Il y a toujours moyen d'éviter une guerre. Je ne vais pas vous demander comment. D'abord, en gardant son sang-froid, mais surtout en essayant de toujours garder le dialogue et ne jamais mépriser l'autre aussi. Ne jamais estimer que ce que l'autre dit, ce que l'autre pense, n'a pas le droit d'exister. L'autre a aussi le droit d'avoir une opinion, même si ce n'est pas la même. Dans le respect, dans l'écoute et dans le non-jugement. Une autre question? Waarom is precies een poppy waarom dragen veel mensen op 11 november? Alors, oui, le poppy, le coquelicot, c'est d'abord un symbole des Anglais, des Britanniques. C'est d'abord la couleur rouge qui évoque évidemment le sang. Quelqu'un qui a un poppy ici, qui a un coquelicot à sa boutonnière, ça évoque le soldat qui vient d'être frappé par une balle et dont la poitrine saigne. Mais le poppy, le coquelicot, c'est aussi une fleur qui pousse dans les champs, là où les Anglais ont combattu, c'est-à-dire principalement en Belgique et dans le nord de la France, on en trouve énormément, et on en trouve particulièrement fin juin et au mois de juillet. Et c'est au mois de juillet 1916 que les Anglais ont eu le plus de morts. Donc au moment où les coquelicots étaient les plus présents, au moment où eh bien, les hommes auraient dû se balader avec une fleur à leur veston plutôt qu'avec une tache rouge sur leur uniforme. Une autre question. Wat moesten de kinderen doen als de mama en papa dood waren? Terugbellen? Terugzeggen? Répéter? Wat moesten de kinderen doen als de mama en papa dood waren? Ce qu'ils devaient faire, mais généralement, ils sont repris par des membres de la famille ou par des membres du voisinage. Mais il arrive souvent que quand un soldat meurt, en tout cas un soldat belge, meurt sur le front, la famille ne soit pas au courant de sa mort avant des mois et parfois des années. Donc il y a déjà une vie
sans le papa, une vie de la famille sans le papa pendant des mois. Et parfois, les familles n'apprennent la mort du papa qu'une fois que la guerre est terminée. Donc parfois, il faut attendre jusqu'en 1919 avant d'apprendre ça. Et pendant plusieurs années, la famille vit dans l'incertitude, dans la peur, dans l'angoisse de savoir ce qui est arrivé. Une autre question. Il y a vu une main se lever. Là. Was ook ruzie tussen twee verschillende verzetten of werkten alle verzetten samen? Twee de verschillende, c'est à lui qu'il faut demander. S'il y a eu des disputes entre résistants, il n'y a pas eu des disputes entre résistants. Par contre, il y a eu des disputes entre services secrets. C'est-à-dire que les services secrets français, belges et anglais essayaient chacun d'avoir les meilleurs résistants, les meilleurs espions en Belgique. Et parfois, plutôt que de collaborer, eh bien, ils se les volaient les uns aux autres. Donc c'était pas du tout de la coopération entre eux. Mais finalement, après plusieurs années, ils ont cessé ce petit jeu-là, et ils ont fini par coopérer, et donc par être beaucoup plus efficaces. Une question, mademoiselle, et puis monsieur. Appuie sur ton bouton rouge, voilà. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a voulu en finir dans les tranchées? Qui s'est suicidé? Oui. Oui, il y a eu énormément de suicides dans les tranchées. Et au plus la guerre avançait, au plus il y avait de suicides, parce que ces gens n'en pouvaient plus de vivre continuellement dans la boue, de vivre continuellement dans la peur aussi, parce que la peur, ça use. Et de voir leurs amis disparaître. Du jour au lendemain, quelqu'un, même d'une seconde à l'autre, quelqu'un avec qui tu étais en train de discuter, de manger, qui partageait ta souffrance, qui était ton compagnon, qui remplaçait ta famille, parce que tu étais isolé de ta famille, eh bien cette personne pouvait disparaître. Et après plusieurs années, ça devient insupportable. Et donc oui, il y a des gens qui ont tout simplement décidé de tout arrêter. Et une autre manière de se suicider sans le dire, parce qu'à l'époque, peut-être que le suicide était encore plus mal vu qu'aujourd'hui, mais une autre manière de se suicider, eh bien, c'était de partir à l'assaut et de se dire maintenant, j'attaque et j'espère que c'est l'ennemi qui va me suicider, que j'espère recevoir une balle parce que je ne veux plus vivre tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'au départ, les soldats n'étaient pas motivés. Les soldats étaient motivés pour défendre leur patrie. Mais petit à petit, tout devenait de pire en pire. Et donc c'est vraiment année après année que certains ont fini par lâcher. Il y avait une question juste devant, une autre là, on en prendra encore deux. Oui. Jeune homme? Pourquoi Jeune demoiselle. Pourquoi les Allemands allaient voler chez les gens? Alors pourquoi est-ce qu'ils ont réquisitionné plutôt que volé? Mais enfin, dans les faits, c'est du vol, parce qu'on rentre chez toi et on prend un certain nombre de choses. En fait, la guerre durait de plus en plus et les Allemands, si tu veux, les Anglais empêchaient les Allemands de faire du commerce avec les autres pays. Et donc les Allemands ne savaient plus trouver du métal, par exemple, du métal pour construire des obus, pour continuer à se battre. Et donc ils sont allés dans les régions qu'ils occupaient, comme la Belgique, ils sont allés jusque chez les habitants pour prendre tout ce qui était en métal et pour pouvoir le transformer en obus. Donc par exemple, les couverts, les cloches, les cuivres, tout. Merci. Une autre question, là-bas, au fond. Pourquoi maintenant il y a encore des enfants qui sont obligés de faire la guerre? Parce que c'est plus facile de contraindre un enfant à se battre qu'un adulte. Parce qu'il y a un adulte qui va le forcer. Parce que ce sont des adultes particulièrement lâches qui ont recours à des enfants plutôt que de se battre eux-mêmes. Voilà, c'est la lâcheté. Encore deux questions, là et là. Et encore d'autres. C'est quel pays qui a aidé la Belgique? Les pays qui ont aidé la Belgique?
D'abord, c'était la France et l'Angleterre. Et puis, il y avait d'autres pays qui se battaient aussi contre l'Allemagne, la Serbie, la Russie. Et puis, il y a d'autres pays qui sont venus s'ajouter. Il y a eu l'Italie, il y a eu la Roumanie, il y a eu les États-Unis aussi. Et puis, il y a toutes les colonies. Et là, il y en a des dizaines. C'est la plupart des pays d'Afrique, y compris le Congo, qui était une colonie belge à l'époque, et les Congolais se sont battus contre les Allemands en Afrique. Il y a eu le Canada, il y a eu des pays d'Amérique du Sud aussi, il y a eu le Japon aussi, bref, des pays partout dans le monde, oui, le Vietnam, l'Inde aussi, donc vraiment l'Australie, des pays du monde entier. 2 dernières questions qu'on prendra là. Et puis ce sera le temps pour nous de remercier M. De Bruyne qui doit malheureusement nous quitter. Jeune homme? Wat aten ze allemaal tijdens de oorlog? Ce que les gens mangeaient. Alors, en Belgique occupée, j'ai expliqué à mademoiselle là tout à l'heure, les Anglais empêchaient le commerce des Allemands, aussi pour la nourriture. Et donc les Allemands mangeaient de plus en plus mal. Mais comme les Belges étaient occupés, les Belges aussi mangeaient de plus en plus mal. Alors petit à petit pendant la guerre, les Belges ont eu de moins en moins à manger. Ça veut dire d'abord de moins en moins de viande. Et puis ça veut dire aussi de moins en moins de pommes de terre, parce que les Allemands en prenaient une partie. Et pendant la guerre, il y a eu la première grande opération d'aide humanitaire. C'est-à-dire que des pays comme l'Espagne et les États-Unis ont organisé le ravitaillement de la Belgique. Donc ils ont organisé de grands rassemblements de nourriture qui ont pu arriver en Belgique en passant par la Hollande qui était demeurée neutre. Et c'est comme ça que la Belgique n'est pas morte de faim, que la population belge n'est pas morte de faim. Et une dernière question, jeune homme. Waarom is de Tweede Wereldoorlog eigenlijk ontstaan? Pourquoi elle s'est déclarée? Alors, la déclaration, le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, une des raisons, c'était précisément que l'Allemagne, qui avait été battue à la fin de la Première Guerre mondiale, n'avait pas supporté sa défaite et qu'elle éprouvait le besoin de prendre sa revanche. Mais elle avait non seulement été défaite, mais elle avait aussi été humiliée par les vainqueurs. Les vainqueurs avaient méprisé l'Allemagne. Et donc l'Allemagne avait gardé, beaucoup d'Allemands avaient gardé de la colère en eux, et c'est pour ça qu'ils voulaient une revanche. Voilà, je vais remercier M. De Bruyne. Je vous demande également de l'applaudir. Malheureusement, il doit nous quitter. Merci M. De Bruyne pour ces éclaircissements. À bientôt. Et j'invite maintenant un enfant à venir nous lire un autre texte. Cet enfant, Jonas, c'est Wart de Munter uit de school in Dworp, de Sint-Victor School. Wart de Munter, qui est là et on l'applaudit. Op een dag hadden de Duitsers muurkranten opgehangen met daarop het bericht over de gevangenneming van 40 Britse soldaten. Ze waren er trots op. Samen met mijn kameraden Michiel Grimopré en André Lobel heb ik toen een paar van die berichten van de muur getrokken en ze in stukken gescheurd. Bah, wat zou ze leren, dacht ik. Een Duitse soldaat had het gezien en we werden direct aangehouden. Wij, 3 snotneuzen van 15 jaar, moesten voor het veldgerecht verschijnen. We moesten ons verontschuldigen en een geldboete van 150 mark betalen. Als we het geld niet hadden, dan moesten we 10 dagen de gevangenis in. Ik weigerde en zei dat het toch normaal was dat ik voor mijn vaderland opkwam. Dat had ik nog niet uitgesproken of 2 Duitse gendarmen sleuren mij al mee voor het oog van heel de strijd. Ik moest voor 3 weken de cel in en mijn ouders moesten 500 mark boete betalen. Ook mijn schoolhoofd werd op het matje geroepen. De directeur zette de Engelse lessen stop en de jongens moesten vermaningen voorlezen zoals niet blijven staan om de plakbrieven te lezen
en ze nooit scheuren, beslijken of op enige andere manier beschadigen. Hij controleerde ook de lessenaars en de zakken van de kinderen op verboden materiaal. Wie iets bij had dat niet mocht, werd onmiddellijk gestraft. De schrik zat er goed in. De ortscommandant liet zelf een aanplakbericht maken met ons verhaal en onze straffen erop, om de mensen te waarschuwen. Als ik dat allemaal op voorhand geweten had, zou ik die affiche niet van de muur getrokken hebben, denk ik. Maar ik ben er toch trots op. Julien van Moerbeke. Merci Édouard de Munter de l'école Sint-Victor à Dorp. Ja, en hier naast mij ondertussen, ik ben heel blij dat u er bent, Thierry Koppieders. U was kind tijdens Wereldoorlog 2. Hoe oud was u toen? Ja, in 1418 was ik 13 jaar. 13 jaar. Dat moet verschrikkelijk geweest zijn om als kind mee te maken. Wel, eerst en vooral als kind weet u niet wat dat een oorlog is. Nee. En u wordt ingedropt door bombardementen van de Duitsers. Dat was het eerste dat wij horen. En dan begon het dus. Ja. Waren er ook mooie momenten tijdens de oorlog of is het alleen verschrikkelijk geweest? Het waren meestal zwarte momenten. Droeve momenten. Moment van angst. Niets moois aan de oorlog? Nee. Ja. Daar is niets aan te winnen. Wat deed u eigenlijk als kind? Want was er toen eigenlijk school? Ja, inderdaad was school. Maar voor die paar maanden in mei waren die school gesloten. En daarom waren wij natuurlijk zo gezegd in de vrije natuur. Maar de vrije natuur, dat was en de bombardementen, dat was en de gevechten van het Belgisch leger van 40, die heel goed gevochten had tegen de Duitsers. Meestal in de streek van Kortrijk, waar dat Deense jagers, en dat is ook een symbool van het land, van België. Dat Deense jagers, dus les chasseurs ardennais, een regiment bij de Walen, met het 7e artillerieregiment, die een regiment van Namur was, en die hebben gevochten aan de Ley tegen Kortrijk. Dus dat is een symbool, als wij aangevallen worden, iedereen staat recht om ons te verdedigen. Er is geen verschil tussen een Vlaming en een Waal. Nee. Wat was want u zegt, ja, ik herinner mij nog die bombardementen. Was dat uw eerste herinnering aan de oorlog? Dat was de eerste herinnering, ja. Ja, de allereerste de allereerste is nog een persoonlijke ervaring. Ik heb 3 brandbomben in onze eigen huis gehad. Dus wij hebben juist een krater teruggevonden en niets meer. Uw huis was helemaal... Dus dat is een kruis over al wat wij in huis hadden. Ja. En wat is er met uw familie? Wij hadden juist onze leven te redden, het is alles. En uw familie, was die heel huids? En nou, gelukkig was niemand thuis. Nee. Maar uw vader is wel verdwenen op een dag? Ja, maar dat is al verder in de oorlog. Dat is al in 1942. Maar vooraleer dat hij aangehouden werd, moet ik de reden van zijn aanhouding vermelden. Hij was bij 40 al. Hij was nog niet weer thuis. Dat is dat hij in verzet was. Als u op de teen van iemand treft, dan moet u natuurlijk reageren. En de meesten van ons, als strijders hier aanwezig, wij hebben gereageerd en wij zijn naar de weerstand overgegaan. Tot de weerstand. Dan hebben wij, mijn vader was een van de leiders, 2 tijdschriften dus gelanceerd. 1 in het Nederlands en 1 in het Frans. Dus dat was de Zeegalmen en L'Echo. En de Duitsers waren absoluut tegen al wat propaganda was. Als die propaganda tegen hen was. En dat is de reden van de uitnodiging van mijn vader. En wat is er met uw vader gebeurd? Wel, mijn vader is natuurlijk onmiddellijk in de concentratiekampen gebracht geweest. Eerst met een paar ondervragingen en al die verschillende gevangenen van de Gestapo in Brugge en Gent en in Antwerpen. En vandaar naar Duitsland,
waar hij een croisière gedaan heeft naar verschillende concentratiekampen. En heeft geëindigd in Sachsenhausen-Oranienburg. En Sachsenhausen-Oranienburg, dat is een randgemeente ten noorden van Berlijn. En vandaar hebben de SS'en die kamp opruimen. Die zijn met 120.000 mensen te voet en een stoet tot aan de grens van Denemarken. En aan de grens van Denemarken, van die 120.000, waren ze met 12.000. En al de anderen die niet meer kon marcheren, dat was een schot in de nek en het was gebeurd. En die bleven daar. Er is niemand die meer kon helpen. Dus volledig uitgeputtend zijn ze daar gekomen. Maar uw vader heeft het overleefd? Heeft gelukkig het overleefd door een fantastische wilskracht. Nooit de moed willen opgeven. En gelukkig is hij weergekeerd. Ja. Dankjewel. Zometeen mogen jullie vragen stellen, maar eerst Walid. Effectivement, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à monsieur Kopiters dans un instant concernant son enfance durant la Seconde Guerre mondiale. Mais nous invitons maintenant un dernier témoignage, celui de Franklin Flamand de l'école communale de Sterpenich à Arlon, à venir à son tour prendre place sur le perchoir pour nous lire un dernier témoignage d'enfants ayant vécu la Première Guerre mondiale. Franklin, on peut applaudir. Pendant la guerre, je suis resté habité à la ferme avec mes parents et mes frères. Non loin de là, il y avait une cuisine de campagne allemande, mais aussi, devinez quoi, un WC à ciel ouvert. Et vous savez comment il était fabriqué? Tout simplement avec des poteaux plantés dans le sol et un long bâton fixé entre eux. Chaque matin, les soldats abaissaient leurs pantalons et leurs longs caleçons blancs et s'assieds sur ce bâton pour faire leurs besoins. Ils restaient là un bon moment en randonnion, les fesses à l'air, lisant le journal, fumant la pipe ou discutant à leur aise. Ah ça, ils étaient tous sauf pressés. Et lorsque le tas de vous savez quoi atteignait une certaine hauteur, ils déplaçaient un peu le bâton. Mes frères et moi prenions un malin plaisir à les espionner. Un jour, nous avons eu une idée géniale. Et si nous scions un peu le bâton? Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous avons profité de la première sortie des soldats pour aller en catimini scier à moitié le fameux bâton. Le lendemain matin, planqués derrière la haie, nous étions impatients de voir les Allemands arriver. Comme prévu, ils sont venus s'asseoir les uns après les autres sur le bâton. Mais il a fallu attendre l'arrivée de leur gros chef pour avoir le spectacle attendu. Dans un grand crack, le bâton s'est cassé net et tous les Allemands qui étaient assis se sont retrouvés derrière dans leur propre... Vous savez quoi. Pendant qu'ils juraient et poussaient des cris de colère, nous avons déguerpi à la vitesse de l'éclair. Ce jour-là, nous sommes restés loin des Allemands, mais chaque fois que nous nous regardions, nous éclatons de rire. Enfin. Merci. Dankjewel, Franklin. Ik zag daarnet al heel veel vingers in de lucht gaan. Zijn er vragen voor meneer Kopiters? Une première question. Kon u tijdens uw kinderjaren ook soms spelen met vrienden buiten of kon dat niet? Ja. Mag ik eerst vooraf uw antwoord, mevrouw de voorzitters en de leden van de Senaat die hier ons vandaag ontvangen, bedankend om ons de gelegenheid te geven om over de oorlog te spreken, om verder naar nooit meer oorlog. Ja, en in de oorlogsjaren zijn er vrienden en hoe gebeurt het dan met vrienden spelen en zo verder. Ik moet zeggen, ik ben Bruggeling van geboorte, maar in de oorlogsjaren woonde ik al in Knokke. En in Knokke, dat was wat dat de Duitsers spelt als sperrgebied. Sperrgebied, dat wil zeggen, dat is oorlogsgebied en u mag van uw huis geen 5 kilometer van gaan. Dus die 5 kilometer van huis voor Knokke was zeer moeilijk. Want van de cirkel, 50% van de cirkel is de zee. Dus daar kon u natuurlijk niet gaan. Nederland was een kwart van de cirkel, dus er bleef nog een kwart van de cirkel over. Dus om te gaan spelen hadden wij geen ruimte.
nog meer, reden te meer, op kust zelf, op de dijk en naar de zee. Zelfs in de zomermaand mochten wij niet naartoe, want dat was verboden. De scouts, dat was verboden. Dus dat was zeer weinig. Het Rode Kruisjeugd, dat was het enige die er te doen was. Alles was zeer beperkt. Wij hadden in die tijd iets dat u allemaal misschien minder hebt. Dat is mogen lezen. Boek lezen. Dat hebben wij gedaan. Tot en met. Enorm veel boek gelezen. Wat dat nu ontbreekt. Want u hebt allemaal uw machientjes, sms'en en zo verder. Maar lezen doet u niet meer. Wel, ik raad u om meer te lezen. Ja, alles was verboden behalve lezen. Is er nog een vraag? Ja, zeg maar. Avez-vous vécu pendant la guerre difficilement en fait? Je ne comprends pas la question. Avez-vous vécu, enfin quand vous étiez dans la guerre, enfin vous l'avez mal vécu? À ton avis, il va répondre quoi? Je sais pas. Pendant la guerre, est-ce que vous avez vécu difficilement en tant qu'enfant? Est-ce que pour vous c'était difficile? Vos occupations ne sont pas forcément... Oui. Vécu difficilement, oui ou non? Eh bien, pendant la guerre, on n'a pas le choix. Même en tant qu'enfant? Même comme enfant. Mais ce qui est le plus terrible pendant la guerre, et surtout pendant l'occupation, c'est de ne pas pouvoir parler librement, de ne pas pouvoir penser libre, pas pouvoir parler libre, de faire attention à ce que le voisin va raconter. Si le voisin dit une méchanceté, on termine dans les camps de concentration. Avez-vous retrouvé votre père? Oui, heureusement, après 3 ans et demi dans les camps de concentration. Et à ce moment-là, j'étais à l'armée, comme volontaire de guerre. Merci. Et c'est un des moments les plus pénibles de ma vie. Merci et courage. Merci. Is er nog een vraag? Jij daar, ja. Hebt u zelf in een concentratiekamp gezeten? Als ik in de concentratie... Nee, ik ben naar de concentratiekamp niet geweest. Mijn vader was daar. En die zoveel 3,5 jaar van de oorlog heb ik van mijn vader nooit geen nieuws gehad. Nooit geweten dat hij nog leven of dood was. En als ik militair was, als oorlogsvrijwilliger, heb ik van mijn majoor een oproep gekregen. Kijk, u krijgt 24 uur. Gaat naar Brussel. Uw vader is terug. Dat zegt, uw hemel valt op de grond. Dat was na 3,5 jaar. Ik wens u dat niet hoor. Nog een vraag? Ja, zeg maar. Kan je op de knop duwen om je microfoon aan te zetten? Heeft uw papa ook Kerstmis gevierd? Kerstmis gevierd. En de kampen. Absoluut. Geen sprake van viering in de kamp. Dat was arbeid maakt macht. En dat was werken. Dat was een pyjama lopen van 's morgens tot 's avonds. En dat was appels tot en met jaren, uren en uren aan de stuk. En er beginnen. En er de kou staan. Zonder eten. En moeten werken. Nee, dat was geen plaats om te zijn hoor. Nee, geen kerst in de kampen. Iemand uit deze kant misschien? Kerstboom bestond niet. Zeg maar. Est-ce que vous avez reconnu votre père? Comment ça? Reconnu.
Je préfère ne pas en parler, c'était trop pénible. Het is een hele moeilijke herinnering voor meneer Kopieters. Heeft er iemand een andere vraag? Daar van achter misschien? Est-ce que les soldats avaient le temps pour dormir et manger? Est-ce que les soldats avaient du temps pour dormir et manger? Les soldats, tu veux dire, quand moi j'étais à l'armée. Aussi. Ben, oui, quand nous étions à l'armée, les volontaires de guerre belges étaient intégrés dans 2 armées différentes. Au nord du pays, nous étions dans l'armée britannique et dans le sud du pays, nous étions pour la plupart dans l'armée américaine. Mais là, nous étions vêtus, nous étions nourris, nous étions armés comme tous les soldats des armées alliées, c'est-à-dire là, c'était très correct. Parce que pendant la guerre, il faut savoir que, comme jeunes, nous ne savions pas ce qu'était un morceau de chocolat. Nous n'en avions jamais vu. Une orange, on n'avait jamais vu une orange. Une banane, on ne savait pas ce que c'était. Mais à l'armée, nous étions nourris tout à fait correctement. D'accord. Ja. Waar verstopte je eigenlijk voor de Duitsers? Ja, om ons te verstoppen, dat is weer een heel deel van een belevenis van een jeugd en de oorlogsjaren. Ik herinner mij, ik heb deelgemaakt aan een ontsnapping. Dus mensen, er waren 5 personen, die per boot naar Engeland vertrokken zijn. Die 5 personen, van die 5 personen zijn er 2 die ontsnapt waren tot in Spanje. Die zijn daar aangehouden geweest en demi-tour terug naar Knokke. En als wij die 2 mensen terug zagen voor onze deur, wat moesten wij doen? Dat is die mensen verstoppen. En er waren in Knokke heel wat lege huizen. En in die lege huizen zijn die mensen verstopt geweest. 4, 5 maanden, totdat de Duitsers eigenlijk niet meer wisten waar dat beweging was. En op een zeker moment, mijn vader, en dat is ook een van de redenen van zijn aanhouding, met een paar andere vrienden, die nu helaas, van die verschillende mensen, zijn er 3 die in de concentratiekamp overleden zijn. Zijn wij met materiaal en alles tot op strand geweest. Op strand tussen de wachters van de Duitsers die om de 500 meters weg en weer liepen, konden wij die mensen tot op zee laten komen en die zijn naar zee geweest. Vandaar de motor en enkel 100 meter verder die motor aan en die zijn vertrokken naar Engeland. Dat was op een zaterdag in november 41. Van die zaterdag tot de maandag, die motor ging aan, maar die motor is gestopt. En die boot was opnieuw gedreven naar de grens, bezet door de Duitsers toe. En op een zeker moment is een speedboot van de Engelsen, die mensen, ja, onderweg zijn die mensen gemitrailleerd geweest door de Duitse vliegtuigen, en van die 5 zijn er 3 die al gedood zijn. Dus 2 op slag dood en de derde door zijn verwonding heeft misschien een paar uur geleefd. En die 2 die naar Spanje geweest zijn die 2 die naar Engeland gekomen worden. En die zijn daartoe gekomen als die boot natuurlijk door die mitrailleurs van die vliegtuigen, die boot stond klaar om te zinken. Waren er vrouwen en kinderen misbruikt door de Duitsers? Of? Als ouders en kinderen gebruikt werden. Misbruikt.
Dat heb ik zelfs niet gemaakt. Dat heb ik zelfs niet meegemaakt. Nee. Nog één laatste vraag. Ja, jij daar. Est-ce que vous mangez tous les jours la même chose? Ah oui, ça. Il était loin le temps où nous mangions à notre faim. Il faut se rappeler que pendant la guerre, il y avait des timbres de ravitaillement. On pouvait manger avec un timbre, on pouvait acheter autant de tranches de pain. On pouvait acheter autant des timbres spéciaux pour la viande, d'autres timbres pour les vêtements. Mais tout ça était en quantité tellement infime que personne ne mangeait à sa faim. Et on mangeait des choses qui n'avaient aucun sens de nourriture et on devait les manger. Un exemple, le lait. Il n'y avait pas de lait, c'était du lait en poudre. Et la moitié du temps, quand on préparait ce lait en poudre, il brûlait. Eh bien, je vous assure que quand vous voulez essayer de manger du lait brûlé, vous allez le recracher aussi vite. Eh bien, nous le buvions. Voilà, un exemple. Oké, dankjewel meneer Kopieters. Il y a encore effectivement beaucoup de questions. Nous demandons d'applaudir comme il se doit monsieur Kopieters pour son témoignage. Cette journée de commémoration va se poursuivre. Je vous demande également d'applaudir les anciens combattants qui sont aussi présents aujourd'hui. Les différentes écoles également présentes, les cadets de l'armée de l'air qui sont à l'étage, l'école Stales, l'école Embeek de Bruxelles, la Basis School Abraham Hans, je vais encore en oublier une, celle de Dworp, si je ne dis pas de bêtises. Et puis les enfants, on va vous inviter à suivre vos guides respectifs puisque la journée va se poursuivre pour vous, une journée qui va se poursuivre aussi pour les anciens combattants puisqu'on vous invite à venir boire un petit verre et manger un cake au Peristyle. Inderdaad. Ik wil jullie ook nog eens allemaal heel erg bedanken om hier te zijn. Ik hoop ook dat jullie iets geleerd hebben vandaag. Dat oorlog niet is wat uit de films en de computerspelletjes lijkt, maar dat het hard is, zoals meneer Kopieters hier verteld heeft, om als kind op te groeien in de oorlog. En ik hoop dat jullie ook naar huis gaan met de weet dat zoiets nooit meer mag gebeuren. Jullie zijn allemaal welkom naar de animatie te gaan in de Rode Zaal. En de ouderen die mogen naar de receptie gaan in het Peristylium. Dat is ook leuk. Dankjewel en nog een hele fijne dag. Merci à vous. Et à l'année prochaine. Dank u.